Bonjour Pierre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast. Et comme vous le savez, on lance un nouveau type de contenu autour de la veille et du market intelligence. Et notre objectif, c'est que ces méthodes d'analyse stratégique qui deviennent de plus en plus importantes soient le plus haut placées dans les critères d'intérêt des dirigeants d'entreprise. Et on veut aussi, par la même occasion, alimenter une communauté et mettre en avant ce métier. Et donc pour cela, réalise des interviews avec des experts du secteur pour permettre à nos différents auditeurs d'évoluer et de progresser dans l'exercice de leur métier. Et donc Pierre, merci beaucoup encore une fois de nous rejoindre pour le démarrage de cet épisode. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'on pourrait déjà commencer par vous présenter? Alors, je suis ingénieur chimiste. J'ai été, donc j'avais 26 ans à l'époque, j'étais l'un des plus jeunes responsables de laboratoire. Ils m'ont demandé d'être responsable d'un laboratoire donc spécialisé dans ce qu'on appelle la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est tout ce qui a attrait en fait à la viscosité des matériaux, donc il peut être liquide, solide. Là, c'était des matériaux liquides en fait. Donc, et parce que nos produits en fait ont une spécificité, c'est des polymères acryliques, et quand il y a une suspension minérale dans l'eau, donc une suspension aqueuse de minéraux, on peut soit intervenir quand il faut fluidifier ou épaissir les solutions. Donc on est très actif dans le domaine des peintures acryliques par exemple, où on propose des épaississants, des dispersants aussi. Dans tous les domaines, on couvre aujourd'hui énormément de domaines. On a développé un concept de produits qui sont les agents de broyage, et pour l'industrie papetière, donc ce qu'on appelle les sauces de couchage. Par exemple, vous prenez du papier journal, au bout d'un moment, vous avez l'encre sur les doigts. Les papiers, par contre, couchés sont des produits où l'encre tient bien, l'encre est bien brillante. Voilà, c'est les revues, c'est les emballages également de luxe pour les parfums, par exemple. Et donc, c'était une très, très grosse activité qu'on a montée avec le fournisseur, le leader du carbonate de calcium, c'est une société suisse qui s'appelle Omia. Donc, on a dépendu très vite d'Omia. Et puis après, on s'est fait racheter par notre principal, fournisseur de matières premières, qui était l'acide acrylique, c'est la société Arkema, dont nous dépendons aujourd'hui, qui est le leader français de la chimie. Donc, c'est aujourd'hui un groupe qui compte 22 000 personnes dans plus de 50 pays. Voilà. Donc, on a été racheté en 2007 et nous étions à l'époque une petite société. Moi, quand je suis rentré en 1986, on n'avait pas encore de CEO, on était 30. On est 450 aujourd'hui et on dépend maintenant d'un groupe de 22 000 personnes. Voilà. On a toujours été très, très innovants. C'était vraiment déjà dans notre ADN. Et Arkema également est très innovant aujourd'hui dans tous les produits de spécialité pour les matériaux. J'étais ensuite responsable de toutes les usines du groupe dans le monde entier pendant une dizaine d'années, où il m'arrivait dans la même semaine d'être, je dirais, à la fois en Indonésie pendant 3 jours, puis sur la côte ouest des États-Unis le reste de la semaine. Donc j'étais plus souvent dans l'air que sur terre. Depuis en fait 12 ans maintenant, je m'occupe de la veille chez Coatex, donc tout ce qu'on appelle en anglais la market intelligence. Donc j'ai un poste transverse au niveau du groupe Coatex, je dirais dans le monde entier. Et quand on m'a demandé de prendre ce poste, ça a été une création de poste en fait, parce qu'ils ne voulaient pas me voir partir. J'avais fait en fait, suite à mon expérience chez Omia, j'ai un peu brûlé mes ressources, donc j'ai fait un vrai burn-out. Donc j'ai décidé de ne plus voyager dans le cadre de mon travail et d'avoir une activité plus sédentaire. Ils ne voulaient pas me voir partir parce que j'avais une excellente, connaissance des produits Coatex. Et ils ont créé, je dirais, ce poste de Market Intelligence qui existait déjà de façon très sporadique clairsemé au niveau d'Arkema, pour voir si ça répondait à un besoin. Donc c'était comme au poker, on paye pour voir. Là, ils ont payé mon salaire pendant 1 an. Et puis au bout de 6 mois, ils se sont aperçus que c'était un prérequis. La veille était un prérequis en fait. Veille concurrentielle avant toute décision stratégique. Donc aujourd'hui, je travaille avec la direction, je travaille avec le marketing, je fais partie du département marketing. Donc mes clients pour moi, ce sont les Global Business Managers qui s'occupent en fait de un ou plusieurs marchés. On couvre aujourd'hui environ 15 marchés aujourd'hui. Arkema en couvre bien plus. Mais voilà, donc dès qu'il faut épaissir ou fluidifier des solutions à base de minéraux, on est actif. Donc aujourd'hui, on a des nouveaux secteurs, par exemple
dans l'industrie minière ou même dans les cosmétiques aujourd'hui, ce qui nous a, pour information, par exemple, lors du premier confinement en mars 2020, il y a eu une forte demande sur les gels hydroalcooliques et on s'est aperçu que nos produits pouvaient justement épaissir des gels, des solutions hydroalcooliques. Donc aujourd'hui, alors il faut savoir, ça c'est très intéressant pour ceux qui nous écouteront, hein, savoir que quand ils m'ont dit, ben voilà, tu vas être Market Intelligence Manager, ben, en fait j'ai commencé comme un internaute lambda avec Google. Donc j'avais comme moteur de recherche Google. Et aujourd'hui, quand on prend un petit peu la métaphore d'Internet, hein, Google c'est la partie visible de l'iceberg. Si on considère la métaphore de l'oignon, c'est la couche superficielle de l'oignon. Et en fait, j'ai pu très vite profiter d'autres outils industriels, hein, donc des bases de données ou alors des moteurs de recherche qui creusent dans le web, hein, pour avoir accès au deep web. Je ne vais pas te parler du dark web, hein, mais du deep web, hein, qui rentre dans les couches de l'oignon ou qui regarde la partie immergée de l'iceberg, dont les 90% des documents qui ne sont pas indexés par Google, hein, qui couvrent aujourd'hui 90% du web, en fait, hein, tous les documents qui ne sont pas indexés par Google, et pour permettre de trouver des documents, je dirais, des pépites, hein, de temps en temps, des thèses ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ce qui m'a fait, moi, faire un saut quantique, c'est de me rapprocher un petit peu de mes alter ego dans le groupe Arkema. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Arkid, hein, qui va changer de nom bientôt. Et il se trouve que ce groupe est composé d'environ 30 personnes qui sont qui font simplement des veilleurs, donc des documentalistes, ou alors des gens comme moi qui sont plus enclins à faire des études de marché, en fait, ou à chercher des études de marché sur le net et puis à communiquer ces données aux responsables marketing de chaque secteur. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, moi j'ai en charge, j'ai pas de backup pour l'instant, hein, mais ce sera intéressant que je puisse. De toute façon, il va falloir que, avant ma retraite, que je forme quelqu'un. Donc je pense qu'on va fonctionner en binôme assez longtemps. Mais j'ai acquis depuis 12 ans, j'ai déjà la légitimité de mon poste, hein, je l'ai acquise, elle est bien implantée, hein, donc c'est un poste, je dirais aujourd'hui, qui est incontournable avant toute décision stratégique. Je scrute un petit peu tout ce qui peut intéresser ma société, mais en dehors de ma société en fait, hein, en termes de nouveaux produits, en termes de nouvelles technologies, en termes de voilà. Donc tous les jours, j'alimente, quand je capte des informations sur le web, j'alimente donc des publics de lecteurs en fonction, je dirais, des marchés. Donc, ça va de 60 à 90 lecteurs. Ce sont essentiellement les cadres de ma société, hein. Et puis après, je dirais, ça permet notamment à mes lecteurs, je dirais, d'orienter leur recherche, je dirais, dans le bon chemin. Et puis aujourd'hui, vous devez le savoir aussi, hein, aujourd'hui, il y a une grosse tension sur les matières premières. Donc, je suis ça de très, très près. Et c'est des informations que je donne pour nos matières premières stratégiques, je dirais, de façon hebdomadaire à mon public de lecteurs. Justement, quelles étaient les raisons pourquoi Arkema a décidé de mettre en place une cellule de veille stratégique? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de savoir, quand on fabrique des produits, ce que font les autres. C'est de la chimie appliquée, hein. Donc pour nos clients, il faut que les produits qu'on fabrique correspondent aux attentes des clients. Donc les clients, ils sont aujourd'hui dans certaines technologies. Grâce à la veille, on arrive à savoir ce que font nos confrères. Et on essaye aussi, et la veille nous permet d'orienter nos recherches aussi. D'accord. Il n'y avait pas aussi peut-être aussi une volonté de mieux connaître son environnement? Ah ben si, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, la veille, ça permet de mieux connaître son environnement. La veille permet aussi de trouver de nouveaux clients aussi, hein, parce qu'il se trouve que de temps en temps, on s'aperçoit que certains produits aussi, c'est des effets inattendus qu'on peut avoir en pharmacie, hein. Souvent, à l'origine, n'était pas conçu pour ça en fait, hein, mais on s'est aperçu que l'effet secondaire était bien plus important que l'effet primaire qui était escompté, hein. Aujourd'hui, on s'aperçoit que notre technologie, nos technos, peuvent intéresser d'autres secteurs qu'on n'avait jamais appréhendés jusqu'à présent. Et donc, je dirais aujourd'hui, ça nous permet aussi de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux marchés, de nouveaux clients et peut-être aussi mieux comprendre et connaître vos concurrents. Ah bien sûr, dans les concurrents qu'on a, il y en a plusieurs dizaines, hein. Il y a les concurrents principaux, les concurrents secondaires. Les concurrents principaux, ils sont tracés à la culotte tous les jours, hein. On sait exactement ce qu'ils sortent, on sait ce qu'ils sortent, on sait ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a un gros sujet sur
sur la sustainability. C'est un fer de lance aussi d'Arkema aujourd'hui. Quand nos clients font des publications dans ce domaine-là, je suis le premier informé, j'ai des alertes de partout, quoi. Ça clignote de partout. Ça clignote de partout, oui. Un vrai sapin de Noël, c'est d'actualité. C'est ça. Et avec une expérience d'autant d'années dans le domaine de la veille, comment vous avez vu évoluer le métier? Alors, comment je pourrais dire? Au début, les moteurs de recherche étaient assez basiques, hein. C'était presque des moteurs de recherche, je dirais, un peu plus élaborés que Google. Mais aujourd'hui, vraiment, les moteurs de recherche que l'on voit sont des moteurs de recherche qui font de plus en plus appel à l'intelligence artificielle, hein, qui raisonnent, qui, en fonction de ce qu'ils ont trouvé, en fonction de la demande formulée par, je dirais, l'utilisateur que je peux être, en fait, orientent la façon de creuser dans le web de façon intelligente, en fait, hein. Ils creusent, s'il faut creuser, si on leur dit de creuser verticalement comme un forage pétrolier, puis qu'ils trouvent une pépite, par exemple, un peu de côté, ben, ils vont commencer à creuser en biais, un petit peu comme dans le forage pétrolier. Voilà. Et donc, on peut inciter le moteur aussi à creuser un peu de biais jusqu'à trouver le trésor, quoi, jusqu'à trouver là où les pépites, hein. C'est un peu tout à fait, c'est la technique du chercheur d'or, hein. Dès qu'il commence à trouver un petit fragment d'or, ben, il continuera à chercher là où il a commencé à trouver le fragment d'or, hein, voilà. Donc, vous me demandiez comment évoluer un petit peu la veille. La veille est de plus en plus spécialisée, je dirais, hein. Et aujourd'hui, on essaye de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit, c'est-à-dire de documents pas trop pertinents, dans la restitution du corpus documentaire que l'on donne à nos lecteurs. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut être très vigilant. Moi, en tant que fournisseur d'informations, il ne faut pas que je surinforme, en fait, hein. Vraiment que j'aille droit au but. Et dans votre carrière, quels ont été les grands challenges que vous avez rencontrés? Alors, dans le domaine de la veille, en fait, souvent, c'est les demandes de la direction, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plusieurs usines dans le monde, hein, et on se dit, est-ce que ça vaut la peine de créer une ligne de production particulière sur telle usine? Aujourd'hui, il ne faut pas dépenser des millions et des millions d'euros ou de dollars sur une ligne qui, quelque part, les ventes sont déjà bloquées. Donc, il faut voir s'il y a un marché, s'il n'y a pas trop de concurrents qui proposent les mêmes produits sur cette zone géographique. Donc, il y a toute une réflexion au préalable et je dirais avec des bases de données bien particulières, on arrive à savoir si tel ou tel concurrent propose sur les familles de produits qu'on va implanter sur tel domaine, sur cette zone géographique. Voilà. C'est vraiment en fait un moyen de définir des opportunités, d'avoir un peu un phare pour pouvoir éclairer des décisions. Voilà, tout à fait. Là, vous avez bien résumé, tout à fait. Oui. Si vous aviez des conseils à donner à des veilleurs pour pouvoir mettre en place une structure performante ou des choses auxquelles il faut faire attention ou comment justement développer. Alors, moi j'ai un protocole, hein. Je commence à taper la porte d'un fournisseur potentiel de services, hein. J'ai déjà ma problématique qui est bien définie, hein. J'ai quelque chose de clair à proposer. Et j'essaye souvent, pour une même problématique, je fais travailler plusieurs sociétés en parallèle, hein, je fais un petit benchmark. Ensuite, j'ai regardé comment le prestataire, en fait, gérait ma demande. Après, comment il s'investit, je dirais, au niveau de ma demande et pour répondre à ma demande, en fait, hein. Et donc, l'investissement de la société de service, pour moi, a été capital, hein, parce que je me suis dit, s'ils investissent dans les premiers jours avec moi, ils s'investiront après que le deal sera fait. J'ai d'autres demandes à faire. Je conseille aux veilleurs ne pas hésiter de demander aussi un accès gratuit pendant quelques jours, hein, une semaine, 2 semaines, pour déjà voir comment se profile le logiciel en lui-même, hein, ou la plateforme. Parce que, toujours avant de faire des recherches, faire un non-disclosure agreement, un accord de secret, ça c'est très très important, hein, toujours signer au préalable un accord de secret pour ne pas mettre en porte-à-faux sa société par rapport à ce que vous pourriez faire sur la plateforme. D'accord. Et justement, je reviens un peu sur aussi la mise en place de la cellule. Est-ce que vous avez dû aussi conscientiser les gens, vos collègues, vos collaborateurs en interne? Bien sûr. Il faut savoir que les plateformes travaillent beaucoup avec des mots-clés. Donc déjà, il faut que la demande client, donc le responsable de marché, soit la plus précise possible. Et après, vous prenez du temps avec lui pour essayer d'extirper de la
je dirais, du laïus, la présentation du problème qui vous a exposé, je dirais des groupes de mots-clés. Voilà, ça c'est hyper important, hein, parce qu'après, c'est ce qui va alimenter le moteur de recherche, en fait, hein. Donc, il faut être le plus précis possible dans la demande pour ne pas être hors sujet, en fait. Voilà. Et donc, ne pas hésiter à discuter avec le demandeur de l'étude. Voilà. D'avoir du feedback. Voilà. Il faut essayer d'avoir une discussion face à face, si possible, hein, ou en Teams, hein, si la personne n'est pas située au même endroit. Mais déjà, pas uniquement un échange de mails. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion à bâton rompu, parce que souvent, au cours d'une réflexion, d'une phrase, comme ça, on peut capter, je dirais, un besoin. On peut se dire, bah là, ce qu'il vient de dire, c'est plus important. Voilà. Et donc, en tant que veilleur, il faut vraiment, vraiment discuter avec la personne qui vous expose son sujet, et ça, c'est vraiment primordial. Voilà. Donc, bien définir, bien comprendre le problème. Bien comprendre, absolument. Absolument. Et pas partir soi-même en tant qu'analyste ou veilleur sur sa compréhension. Mais déjà, une fois que la personne fait part de son problème, de sa problématique, donc l'émetteur, vous en tant que récepteur, vous retraduisez dans votre langage son sujet et vous vérifiez en fait que vous êtes en phase avec l'émetteur. S'assurer que les informations que vous allez lui fournir forcément sont intéressantes aussi pour lui. Voilà, absolument, tout à fait. Voilà. En information. Tout à fait. Mais vous avez le droit, vous en tant qu'analyste, de reformuler en fait avec votre jargon d'analyste ou de sa demande pour voir si ça colle en fait à son souhait, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Ajouter votre expertise, votre valeur ajoutée. Voilà, tout à fait. Aux informations. Tout à fait. D'accord, très bien. Très bien. Mais en tout cas, un grand merci, Pierre, pour ce podcast. Très intéressant, beaucoup d'expertise. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un dernier mot pour nos auditeurs? Non, éventuellement, si l'un ou l'autre vous pourrez éventuellement laisser mes coordonnées, si éventuellement ils veulent approfondir l'un ou l'autre thème, je serais ravi de pouvoir en discuter avec eux. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, et on vous remercie en tout cas encore une fois, Pierre, pour toutes ces informations, et on espère que vous avez apprécié ce podcast.